Alors, je reprends cette vidéo sur le vivant donc un peu tardivement pour vous présenter donc la fin du cours sur Aristote que j'avais pas terminé et puis la petite partie sur Descartes qui vous permettra d'avoir la finalité du cours. J'avais présenté la philosophie d'Aristote dans la vidéo précédente et j'avais simplement pas proposé les textes. Donc je vous propose en fait deux textes. Le premier, c'est simplement une petite citation du De Anima d'Aristote, citation qui permet de définir un petit peu ce que c'est que l'hylémorphisme, donc hylé la matière, morphé la forme, donc ici c'est l'âme qui donne forme ou qui informe la matière brute pour qu'elle devienne un corps. Un corps c'est hylé et morphé, donc à la fois la matière et l'âme comme forme de cette matière, la matière à l'état brut, hylée, ça ne s'observe pas dans la nature. Et donc Aristote, pour définir un petit peu cela, il a cette formule qui me paraît assez claire, que je vous donne à titre de citation. Il faut donc nécessairement que l'âme, il faut donc nécessairement que l'âme soit substance comme forme d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. Or, cette substance est l'âme, donc elle est l'actualisation d'un tel corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'âme est la forme d'un corps naturel ou d'une matière, d'un corps naturel qui a potentiellement la vie. C'est l'âme qui va informer cette matière, qui va la mettre en forme et qui va faire que ça va devenir pas seulement un corps naturel ou de la matière brute, mais un corps vivant. Et donc l'âme, c'est l'actualisation d'un tel corps, c'est-à-dire que c'est par cette âme, par cette forme, finalement, qu'Aristote définit comme une âme, que ce corps va s'actualiser, se réaliser comme corps vivant. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette citation, c'est que sans l'âme ou sans la forme, on n'a pas de corps vivant. Et donc il y a vraiment une actualisation de la matière pour devenir un corps vivant, qui est donc un composé à la fois de la matière brute et de l'âme qui en est la forme. Donc, je vous lis assez rapidement un deuxième texte d'Aristote que je voulais vous proposer sur la question de l'âme intellective, donc non pas l'âme intellective, pardon, mais la faculté intellective de l'âme, donc la dernière faculté, qui est un très beau texte qui traite donc de la pensée. Alors vous avez ce texte en pièces jointes, je vous le lis. L'intelligence, de son côté, apparaît comme une substance qui arrive en nous et ne dépérit pas. Elle devrait en effet dépérir de façon spectaculaire au moment de l'affaiblissement qui accompagne la vieillesse. Mais en réalité, c'est comme dans le cas des organes sensoriels que cela se produit. Que le vieillard en effet reçoive un œil du genre que voici, et il aura exactement la vue du jeune sujet. De telle sorte que la vieillesse ne tient pas à une quelconque affection de l'âme, mais du sujet où elle se trouve. C'est comme dans les cas d'ivresse et de maladie. La pensée, par conséquent, et la spéculation sont en déclin lorsque dépérit quelque autre chose en nous. Mais en soi, c'est une réalité qui ne s'affecte pas. Et la réflexion, ainsi que l'amour ou la haine, ne sont pas des affections de cette chose-là, mais du sujet précis qui la possède en tant qu'il la possède. C'est aussi pourquoi, lorsque ce sujet dépérit, il n'y a plus de place ni pour le souvenir, ni pour l'amour, car ces phénomènes n'appartenaient pas à cette chose-là, mais à la communauté où elle entre et qui a disparu, tandis que l'intelligence est sans doute quelque chose de plus divin et qui ne s'affecte pas. Alors ici, Aristote, c'est un passage qui est un petit peu ambigu parce qu'on a l'impression qu'Aristote parle de l'âme en tant qu'esprit. En réalité, il est toujours en train de parler de l'âme comme forme qui donne vie à la matière, en quelque sorte, comme forme d'un corps vivant. Et ici, il parle de l'âme intellective et il dit finalement, si c'est ce qui rend le corps vivant, si c'est une des potentialités de l'âme qui va se réaliser en l'homme, eh bien cette potentialité de l'âme, elle ne dépérit pas. Elle ne dépérit pas plus que dépérissent les autres fonctions du vivant, sauf évidemment à la mort du sujet. Donc ça n'est pas l'âme en tant que principe, en tant que forme de la matière qui dépérit, c'est le sujet tout entier, le corps vivant tout entier, l'être vivant tout entier, qui va faire que l'âme ne peut plus réaliser la puissance, les facultés vivantes qu'elle possède. Voilà. Donc c'est un très très beau texte qui en plus ouvre un petit peu sur la question du don d'organes en fait. Il dit bien que le vieillard reçoive un œil jeune et il verra comme le jeune sujet. Donc ça peut aussi éclairer un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser sur la dégénérescence mentale dont Aristote va dire il ne s'agit pas de dire qu'il y a une faculté de l'âme, mais encore une fois, pas de l'âme esprit, de l'âme comme
actualisation finalement du principe du vivant dans un corps, ce phénomène en fait du vivant ne peut pas dépérir. Ce qui va dépérir, c'est l'être vivant tout simplement, qui de toute façon est destiné à la mort. Donc c'est comme si Aristote disait en quelque sorte l'ADN qui donne une forme au vivant ne dépérit pas. C'est le corps vivant qui permet d'actualiser cet ADN particulier qui va dépérir. C'est l'être vivant en soi qui va dépérir. Donc ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'âme, ça n'est pas un principe magique, métaphysique ou religieux. Chez Aristote, c'est un pur principe biologique. C'est entièrement rationnel. C'est un pur principe biologique qui va rendre compte de la logique de l'organisation d'un organisme, d'un être vivant et de son évolution. Donc sur Aristote, je pense j'en ai assez dit avec la vidéo précédente. Je vais passer donc à la deuxième partie, au modèle cartésien, au modèle du mécanisme. Alors, j'en viens maintenant au modèle cartésien, au modèle de la machine cartésienne, du corps vivant considéré comme une machine, qui complète un petit peu le modèle précédent, le modèle d'Aristote. C'est un modèle qui me paraît passionnant, puisque ici Descartes a une démarche très sincère. Descartes, c'est un scientifique et c'est tout autant un métaphysicien. Et ce qu'il veut, en fait, c'est rendre compte du corps sans l'intervention de l'âme et sans l'intervention de Dieu. Donc sans l'intervention de l'âme, non pas comme chez Aristote d'un principe biologique, mais sans l'intervention de l'âme métaphysique, de l'âme en tant que pur esprit, de l'âme qui pourrait survivre au corps, de l'âme qui donnerait vie au corps, et donc un principe métaphysique, et sans intervention non plus du divin qui serait censé être ce qui met en route la machine. Donc le mécanisme cartésien, c'est l'idée de dire, ben voilà, le vivant, l'être vivant, il est animé et en plus il est en mouvement. Et il y a deux sortes de mouvements chez l'être vivant qu'il faut expliquer, et il y a en plus la question de la mort qu'il faut pouvoir expliquer également. Alors pour les mouvements, Descartes nous dit, il y a des mouvements qui sont volontaires, je décide de me lever, je me lève, je décide de lever le bras, je lève le bras, et il y a des mouvements qui sont involontaires et qui existent dans le corps, comme par exemple les battements du cœur, ou tout le mécanisme de la pompe cardiaque. Descartes va dire, effectivement, si lorsque je décide de me lever et que je le fais, on peut considérer que ce mouvement dépend de mon âme, tout le fonctionnement du corps n'en dépend pas. Je ne décide pas que mon cœur batte, ça n'est pas une action consciente, ça n'est pas une action qui dépend de l'âme, donc pourquoi convoquer l'âme dans l'explication du fonctionnement du corps vivant? Ça, c'est une première grande question, et une question qui est vraiment très importante, sur laquelle on reviendra quand on se posera la question des rapports entre le cerveau et la pensée, précisément, des rapports entre la biologie et tout ce qui est peut-être d'ordre immatériel, du pur esprit, etc. C'est une question qui est très importante chez Descartes, parce qu'il veut vraiment isoler ce qui concerne le corps et ce qui ne concerne pas le corps, ce qui éventuellement pourrait concerner d'autres principes qu'on va laisser à la métaphysique, tels que le principe de l'âme métaphysique ou du pur esprit. Et donc il faut rendre compte des mouvements involontaires du corps. Deuxième chose, qui est tout le début du texte que je vais vous lire juste ensuite, Descartes dit, pendant très longtemps, on se représentait la mort comme la fin de ce qui anime la matière, comme si l'âme s'échappe du corps, et en s'échappant du corps, elle fait mourir le corps en quelque sorte. Il y a même un certain nombre de mythologies qui théorisent ça. Il y a une espèce de légende qui dit que, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est avéré, il semblerait que le corps, lorsqu'il cesse de vivre, perd environ 21 grammes, nonobstant tout ce qui peut être des pertes corporelles, biologiques parfaitement identifiables. Il y a une perte de 21 grammes dans le corps qui serait donc considérée dans un certain nombre de représentations comme le poids de l'âme qui s'échappe du corps. Alors justement, Descartes ne veut pas d'une telle mythologie. Alors, je ne pense pas qu'on connaisse ce poids de 21 grammes à l'époque de Descartes. C'est quelque chose qui est encore très moderne. Voilà, c'est même le titre d'un film, c'est quelque chose, une préoccupation très moderne, une jolie légende. Précisément, Descartes, homme de science, ne veut pas de ça. Il dit, puisque je dois rendre compte des mouvements involontaires du corps, comme les mouvements cardiaques, les battements cardiaques, je vais rendre compte de la mort de la même façon. Non pas en disant l'organisme est privé de vie à partir du moment où l'âme s'en échappe, mais l'organisme va être privé de vie, la machine corporelle va être privée de vie,
à partir simplement de la compréhension de ce que c'est que le corps, et uniquement le corps. Et à partir de ce moment-là, Descartes va proposer une modélisation du corps, un modèle de pensée qui n'est pas parfait. Descartes ne pense pas exactement que le corps soit réductible à ça, mais il dit voilà, c'est un modèle de pensée. C'est nécessaire de le penser comme ça pour faire de la science et pour faire de la médecine. Il va falloir penser le corps comme étant une pure machine. Et il va comparer un certain nombre de machines. Kant, plus tard, va comparer ça à une horloge. Descartes aussi, me semble-t-il. Descartes va comparer ça en tout cas à des fontaines, par exemple, à tous les mécanismes qui permettent de mettre en marche des fontaines. Donc il va comparer ça à une machinerie, le corps, et à une pure machine. Et il appelle ça l'animal-machine. Alors, ça c'est source d'un grand quiproquo. Quand Descartes parle de l'animal-machine, son but, c'est d'abord de parler de l'être humain. C'est justement parce qu'il veut se débarrasser de la question de l'âme et de l'esprit, ou de ce qu'on appellerait l'âme intellective chez Aristote, que Descartes parle de l'animal-machine. Il dit voilà, le corps vivant d'un homme est très semblable au corps vivant d'un bœuf ou d'un porc, etc. Donc voilà, peu importe, de n'importe quel mammifère à peu près semblable à l'homme, ou qui a des points communs en tout cas avec l'homme. Je sais pas, on peut imaginer le corps d'un grand singe par exemple. Voilà, l'animal-machine, c'est la modélisation du corps humain quand on extrait de cette question problématique la question de l'âme. Donc l'animal-machine chez Descartes, c'est pas l'animal. Descartes ne dit pas on réduit l'animal à une machine. Il dit voilà, pour comprendre le corps vivant, en réalité, pour éliminer toute la magie et toute la métaphysique, il va falloir qu'on considère le corps vivant, l'animal vivant, ce qui est animé, comme précisément une machine. Alors c'est une machine un peu particulière. C'est une machine d'abord qui est capable de se reproduire et qui a en elle-même son propre principe de fonctionnement. Donc c'est pas tout à fait non plus comme les machines qu'on a l'habitude de concevoir, parce que celle-ci précisément, on ne l'a pas conçue. Alors que les machines qui n'ont pas en elles-mêmes leur propre principe de fonctionnement, les machines dans lesquelles on est obligé de mettre des piles, ou pour lesquelles, pour les faire fonctionner, on est obligé d'activer un mécanisme, comme les horloges du siècle de Descartes, ou même d'appuyer sur un bouton, comme ce qui concerne l'ordinateur par exemple. Ici, le corps vivant, ça n'est pas tout à fait une machine parce que je ne l'ai pas créé, parce que son principe de fonctionnement, il est interne au corps lui-même, mais ça ressemble très fort à une machine et c'est l'espèce de modèle de pensée que je vais utiliser pour penser la façon dont fonctionne le corps vivant. Et effectivement, à bien des égards, le corps vivant fonctionne comme une machine. Une machine qui comporte en elle-même un certain nombre de composants qui la font fonctionner. Des poumons, un cœur, des veines, donc toute une tuyauterie, etc., des nerfs qui permettent de mettre en marche ce corps, de le mettre en mouvement, etc., un principe de croissance. Mais tout cela va être réductible à quelque chose qui est purement organique. En fait, Descartes va penser le fonctionnement de l'être vivant comme simplement un assemblage d'organes. Sauf que cet être vivant, c'est un assemblage d'organes qui est assez, comment je peux dire, assez bien fait en fait, assez différent d'une machine, puisque à l'intérieur, les composants sont eux-mêmes des machines. Ça, j'en avais déjà parlé pour ceux qui étaient présents pendant le vocal. C'est pas le cas par exemple dans une montre. Une montre n'est composée que d'instruments. Voilà. Un ordinateur par contre, oui, là on a une machine qui est composée elle-même de machines. Par exemple, je sais pas, la carte mère, même si j'ai une notion très vague de ce que peut être une carte mère. Ou le circuit imprimé, ça je me souviens, je l'ai vu à l'école. Un circuit imprimé, c'est une machine dans une machine qui serait voilà, l'ordinateur. J'imagine qu'il doit y avoir des circuits imprimés dans un PC. En tout cas, je vois bien ce petit truc là qu'on appelait circuit imprimé qui se trouve dans un certain nombre de machines qui ont un fonctionnement un petit peu complexe. Donc c'est le cas des machines perfectionnées, c'est pas tout à fait le cas des machines à l'époque de Descartes, et c'est de toute façon plus perfectionné dans le corps humain, c'est de toute façon différent, ce qui montre que la machine cartésienne, ça n'est qu'un modèle pour penser le corps, ça n'est pas vraiment une machine le corps en réalité, pas du tout, puisqu'il peut être affecté par des choses extérieures, puisqu'il peut être affecté aussi par le fonctionnement du psychisme, évidemment. Donc c'est pas tout à fait une machine, même si elle est composée elle-même de machines, comme certaines machines perfectionnées, parce que
Dans un ordinateur, par exemple, il y a un moment donné, si vous déconstruisez le circuit imprimé, par exemple, ou la carte mère, ça doit ressembler à un circuit imprimé peut-être, enfin en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine. Si vous la décomposez, ben, vous avez que des petits éléments pris à part qui ne sont plus des machines. Je sais pas, des diodes, des résistances, voilà. Là, je fouille vraiment dans mes vieux souvenirs. Et ça, ce ne sont pas des machines par contre, ce sont de simples composants. Voilà. Des composants qui, pris à part, ne sont pas dynamiques, ne fonctionnent pas, ne font rien de particulier. Alors que le corps humain, il semble être une machine jusque dans ses plus petits composants. Quelque chose que n'avait pas les moyens de savoir Descartes à l'époque, c'est par exemple le fonctionnement de la cellule. Toute la théorie cellulaire donne vraiment raison à Descartes au sens où la cellule peut être considérée elle-même comme une machine qui elle-même a des composants. Et en fait, on a l'impression que même si on va de plus en plus dans des choses, dans des éléments tout petits du corps, on est encore non pas face à de purs composants indépendants les uns des autres, mais toujours à quelque chose qui est de l'ordre de la machinerie, des machines, voilà, donc qui implique un certain nombre de composants. Et le grand point de Descartes, ça va être de dire ce qui anime la machine, ce n'est pas l'âme aristotélicienne. D'ailleurs, Aristote, vous l'avez bien vu, conçoit l'âme, mais dans des limites qui sont purement biologiques à son époque. Descartes veut se débarrasser de ça, Descartes se différencie beaucoup d'Aristote, il est toujours en dialogue avec Aristote, en fait à quelques siècles d'écart. Il dit finalement, la machine, elle n'est pas mise en route par un principe de vie, par une âme, la machine, elle est mise en route par simplement l'articulation de ces différents composants, de ces différentes machines même qui la composent. C'est l'ensemble des machines qui fonctionnent ensemble, en interdépendance, qui vont faire fonctionner la machine vivante, l'animal machine. Donc Descartes pense ça sur le modèle de l'animal et du corps humain. Il pense pas ça par exemple pour la plante. Voilà, c'est vraiment la théorie animale ici qui prévaut pour cette question du vivant chez Descartes. C'est une machine qui se meut d'elle-même, c'est une machine qui est machine jusque dans ses plus petites parties, et tous les mouvements et toutes les facultés de la machine, même la pensée en fond, qui va pouvoir être expliquée par toute la machinerie du cerveau, peuvent être expliquées finalement uniquement par l'association et le fonctionnement conjoint des différentes machines qui la composent. Et donc, quand une des machines au sein du corps se corrompt, si c'est une machine principale, ça va faire se corrompre la machine. Mais il n'y a pas du tout, on expulse ici la question de l'âme, et la modernité va d'ailleurs poser la question à Descartes, alors qu'est-ce qu'elle devient ton âme, puisque dans ton modèle de la machinerie du corps, tu n'en as en fait plus besoin. Et c'est vrai, dans la théorie de Descartes, même si Descartes est croyant, il croit à l'âme et à l'immortalité de l'âme, et pourtant, dans sa théorie scientifique, on peut parfaitement se passer de la notion d'âme dont il n'a plus du tout besoin. Ici, c'est l'âme métaphysique, c'est pas l'âme biologique d'Aristote. Donc, c'est l'agencement des éléments qui va créer un être vivant que Descartes pense sur le modèle de la machine, donc une machine qu'on va pouvoir réparer, une machine qui a la capacité aussi dans une certaine mesure de s'auto-réparer, où certains organes vont en suppléer d'autres, une machine dans laquelle on va pouvoir aussi remplacer un certain nombre d'éléments, et une machine enfin qu'on va pouvoir décomposer, disséquer pour voir comment fonctionnent les machines qui sont à l'intérieur. On peut observer, disséquer pour observer le fonctionnement d'un cœur, le fonctionnement d'un foie, le fonctionnement du poumon, le réseau veineux, etc., etc. Et donc on va pouvoir aller voir comment toutes les petites machines font fonctionner la machine. Même si, encore une fois, la Descartes va se heurter évidemment au problème dont j'avais parlé dans l'introduction, l'idée que dès lors qu'on dissèque le vivant, dès lors qu'on le découpe, on le prive de sa qualité de vivant précisément, et on est en train d'observer un vivant mais qui est privé de vie. Un être vivant, c'est pas de la matière inerte, mais qui est en revanche privé de vie, donc notre observation elle va être très très limitée. Alors chez Descartes, l'animal-machine c'est un modèle de pensée. D'accord ? Parce que Descartes n'en parle pas, parce que ça ne l'intéresse pas trop. Il va dire il y a des passions dont l'âme est affectée, l'amour, la jalousie, etc. Et il y a des passions
qui s'explique par la liaison de l'âme et du corps, et il y a des affections qui ne s'expliquent que par le corps, comme tout ce qui va concerner justement la médecine. Donc Descartes va penser tous ces effets finalement, et comme il évacue pas en fait la notion de l'âme, il va avoir quand même des difficultés à penser cette machine humaine comme une globalité, qui peut être touchée au-delà de toute logique par des éléments psychiques. Par exemple, la machine peut très très bien fonctionner, être en parfait état de marche, avec des machines à l'intérieur qui fonctionnent très très bien, un cœur qui bat très bien, des poumons qui battent très bien, et pourtant le sujet peut être en mauvaise santé parce que son psychisme affecte finalement ses capacités à s'auto-réparer, son énergie, sa puissance vitale, etc. Donc ça n'est pas pensable dans le modèle de Descartes, puisque le modèle de Descartes, en voulant rendre intelligible le corps vivant, le ramène à quelque chose qui est de l'ordre de la machine. Et pourtant, Descartes n'est pas dupe, il sait bien que ça n'est qu'un modèle. L'idée ici, c'est de bien considérer que la machine cartésienne, c'est simplement un modèle, un deuxième modèle pour penser le vivant. Et vous voyez ici que les deux modèles ne s'excluent pas. On est vraiment dans des conceptions philosophiques, mais qui en même temps sont rationnelles et scientifiques. Ni dans un cas, ni dans l'autre, on a parlé de l'âme métaphysique, ou d'une espèce d'âme ou de souffle de vie qui animerait le vivant. Pas du tout. Aristote parle d'une âme biologique, qui est une espèce de forme qui actualise la matière vivante pour lui donner sa forme et ses qualités. Une plante, un animal, un être vivant, tel être vivant avec tel défaut et qualité dont l'organisme est affecté. Et puis Descartes qui va nous dire cet être vivant, on va le considérer aussi maintenant comme une machine dont on va pouvoir décomposer les différents éléments. Comme un plombier ferait, comme de la tuyauterie, c'est pas plus compliqué. Il pense d'ailleurs le modèle de la tuyauterie parce qu'il pense au modèle des fontaines, de la manière dont l'eau va se propager dans différents tuyaux, etc. pour fabriquer des fontaines, pardon, des fontaines très très perfectionnées, etc. Donc on a ces deux modèles qui sont concurrents. La forme qui va être donnée à la matière par un principe qui donne des informations à la matière, qui informe la matière, ça c'est le modèle d'Aristote, et le modèle de Descartes, le corps vivant déjà constitué, déjà informé finalement, qui est ramené au modèle de la machine pour pouvoir le réparer et pour pouvoir par exemple faire de la médecine. Ça, ce sont nos deux grandes manières de penser le vivant. Et effectivement, je repense à ce que vous m'aviez dit, la théorie de l'évolution par exemple, elle se fait l'héritière d'Aristote. C'est la manière dont la forme va perdurer à travers les corps et va perdurer ou se modifier à travers le temps. Et le modèle médical et même la théorie cellulaire, elle se fait en revanche l'héritière de la conception cartésienne. Et donc vous voyez que ces différents exemples en fait de modélisation scientifique, ils sont hérités soit d'Aristote, soit de Descartes, soit des deux en fait. Dans le cas de la théorie cellulaire, des fonctionnements de l'hérédité, etc. En fait, on a à la fois le modèle cartésien et à la fois le modèle aristotélicien. On a besoin de ces deux conceptions du vivant. Ces deux conceptions du vivant, elles sont toujours convoquées par la science et elles sont toujours valables en fait. Mais comme manière incomplète de penser le vivant. Parce que on ne peut pas comprendre le vivant uniquement comme un organisme totalement informé par une forme, donc une âme ou un ADN. On ne peut pas uniquement le penser de cette façon-là, parce qu'on se prive de la compréhension quand même de la machine telle qu'elle est. Et puis, de l'autre côté, le modèle de la machine qui est toujours utile, mais qui évidemment ne suffit pas à expliquer, par exemple, l'effet placebo, ou toutes les façons dont le psychisme va affecter le corps, etc., qui ne s'expliquent pas par l'interdépendance des organes qu'on pense dans la machine. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été assez claire à propos de la théorie cartésienne. Je vais vous lire donc tout petit texte de Descartes que je vous ai mis pareil, en pièce jointe, un texte des Passions de l'âme. Alors, Descartes écrit: nous devons croire que toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous, en tant qu'ils ne déclenchent point de la pensée, n'appartiennent qu'au corps. Donc là, Descartes est en train de dire la chaleur, donc le fait que nous soyons vivants, animés de vie, et les mouvements
qui ne déclenchent point de la pensée, c'est-à-dire les mouvements involontaires, le battement cardiaque par exemple, eh bien tout cela, ça n'appartient qu'au corps. Et c'est vrai que Descartes a raison, du point de vue médical, la température corporelle, les battements du cœur, ça ne dépend pas du tout de la pensée. Au moyen de quoi nous éviterons une erreur très considérable dans laquelle plusieurs sont tombés, elle consiste en ce que, voyant que tous les corps morts sont privés de chaleur et ensuite de mouvement, on s'est imaginé que c'était l'absence de l'âme qui faisait cesser ces mouvements et cette chaleur. Et ainsi on a cru, sans raison, que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps dépendent de l'âme, au lieu qu'on devait penser au contraire que l'âme ne s'absente lorsqu'on meurt qu'à cause que cette chaleur cesse et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent. Alors là, on entre tout de suite dans la question de la machine. Ça a l'air d'être daté. Descartes s'oppose à ceux qui pensent que la mort est le résultat de l'âme qui s'échappe du corps. Il dit non, s'il y a une âme, lui il dit pas si, mais enfin voilà, s'il y a une âme, c'est après la corruption du corps vivant qu'éventuellement elle s'échappe. Mais le fait que l'âme s'échappe du corps n'est pas une explication légitime au phénomène de la mort qui précisément affecte tous les vivants et qui les affecte en tant que corps vivant. Donc qui doit être expliqué par rapport au corps. Fin des battements cardiaques, fin de l'activité cérébrale, etc. etc. Et ça a l'air un peu daté, ce que je disais, peut-être qu'aujourd'hui personne ne pense que l'âme s'absente du corps et c'est ce qui permet d'expliquer la mort. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que si vraiment personne ne pensait ça, on n'aurait pas cette espèce de légende qui dit incroyable, on perd 21 grammes juste au moment de mourir, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Ou bien ces espèces de légendes aussi sur la question d'un tunnel, de la lumière blanche, etc. Comme s'il y avait une espèce de cheminement que l'âme fait qui permettrait d'expliquer la mort, puis en fait l'âme qui fait marche arrière et qui revient habiter le corps. Je crois que ces conceptions auxquelles Descartes s'oppose, chez les scientifiques, elles ne sont pas prégnantes, mais je ne crois pas qu'elles aient totalement disparu. Et je crois que Descartes a bien raison de dire, voilà, on a tort de penser que la mort, donc le moment où il n'y a plus de chaleur et plus de mouvement, plus de chaleur corporelle et plus de mouvement, ne dépend pas de l'âme qui s'absente du corps. La mort dépend simplement du fonctionnement du corps lui-même, ce qui est parfaitement cohérent avec la science et la médecine moderne, qui explique la mort cérébrale, la mort cardiaque, la mort des cellules, etc., qui explique finalement la mort de la machine. Il y a un numéro de Science et Vie qui était paru sur la question de la mort qui expliquait que le moment de la mort était en fait très long du point de vue des cellules, que les cellules mettaient pas mal de temps à mourir. Et ça valide de la même façon la théorie de la machine cartésienne, puisque la machine meurt, et puis les petites machines qui sont à l'intérieur, type les cellules, type le cerveau, type le cœur, mettent un peu plus de temps à mourir. Vous savez bien que le cœur ne s'arrête pas en même temps que le cerveau ou l'inverse. Et donc on va avoir des machines principales qui se corrompent et qui entraînent finalement la fin de la machine, puisque la qualité de vie dans l'être vivant dépendait du rapport qu'il y avait entre toutes ces différentes machines. Donc si une importante ou deux importantes se corrompent, ça va entraîner la corruption du reste de la machine, mais qui par elle-même pouvait parfaitement être encore douée de vie. Ce qui explique qu'on puisse maintenir artificiellement un organisme en vie, alors même qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, pour par exemple que les organes ne se corrompent pas, pour prélever des organes et en faire profiter un autre corps qui a besoin de ces organes. D'accord ? On a besoin de mettre le sujet dans un état de vie artificielle, avec des battements du cœur qui existent, qui sont artificiellement donnés, alors même que le cerveau a cessé de fonctionner par lui-même, par son propre principe. Donc ça, de la même façon, la possibilité de faire du transfert d'organes est possible, valide en fait la théorie de la machine cartésienne. Je poursuis la fin du texte. Afin donc que nous évitions cette erreur, considérons que la mort n'arrive jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des principales parties du corps se corrompt, et jugeons que le corps d'un homme vivant diffère autant de celui d'un homme mort que fait une montre ou autre automate, c'est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même, lorsqu'elle est montée et qu'elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre
ou autre machine lorsqu'elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d'agir. Donc c'est aussi pour ça que la comparaison avec la machine, le modèle de la machine est tellement important pour penser le corps vivant. À part toutes ces applications médicales dont j'ai parlé, c'est parce que la machine qui a un principe de mouvement qui lui permet en fait d'être une machine, sans quoi elle n'est pas une machine mais un simple outil. Une machine donc qui a un principe de mouvement n'est pas très différente lorsqu'elle est en marche et lorsqu'elle est cassée. En fait, il y a aussi peu de différence entre une montre cassée et une montre qui est en marche qu'entre un homme vivant et un homme mort, c'est-à-dire que la machine existe toujours, simplement une de ses principales parties a cessé de fonctionner et va entraîner, pour le corps vivant, la corruption générale de l'organisme, et pour la montre, simplement le fait qu'on ne puisse plus l'utiliser, que la machine soit devenue obsolète. Alors, j'ajoute une petite citation de Leibniz. Alors là, c'est pas Descartes, c'est Leibniz. Même siècle, même époque, même façon aussi de penser le corps vivant. En tout cas, c'est assez semblable. Et la formule de Leibniz me paraît très éclairante et va dans la droite ligne de ce que dit Descartes. Leibniz écrit « Une machine faite par l'art de l'homme n'est pas machine dans chacune de ses parties ». Donc les machines que nous faisons ne sont pas machines dans chacune de leurs parties. Il y a un moment où on va tomber sur des composants, un composant minimal qui n'est rien d'autre qu'un composant qui n'est pas en soi une machine, qui n'a pas un principe de mouvement et de fonctionnement relativement autonome. Alors que Leibniz dit, les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, donc les machines de la nature, c'est vraiment la même manière de penser que Descartes. Les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. Intuition formidable de Leibniz, donc qui écrit ça en même temps que Descartes, qui est un proche en fait de Descartes et qui de cette façon-là ne s'imagine pas encore tout ce qu'on va faire de cette théorie de l'animal-machine en ce qui concerne la science qu'on aura après de la cellule. Mais cette phrase, elle est parfaitement valable quand on va fouiller à l'intérieur de la cellule et qu'on s'aperçoit que tiens, la cellule aussi, Leibniz, Descartes ne pouvaient pas l'imaginer, mais c'est encore une toute petite machine au sein de la machine. Voilà pour le modèle cartésien qui va compléter le modèle aristotélicien.